Ça ressemble fort à un épisode de Black Mirror, sauf que c'est la réalité et que tout le monde s'en fout. Bonjour et bienvenue dans le récap. Un petit mot quand même avant de commencer parce que c'est important et que l'heure est grave. Et oui, le média pourrait disparaître dans les semaines à venir. Pour nous sauver, nous avons besoin de 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet. Aidez-nous à continuer à vous informer. Permettez au premier média télé indé de France d'exister. Pour ça, rendez-vous sur cap-sur10k.lemediatv.fr. Et on reprend, nous sommes donc le mercredi 20 mai et aujourd'hui on s'intéresse à un feuilleton qui semble particulièrement embarrasser le gouvernement, celui des campagnes d'ingérence étrangère pendant les municipales et plus particulièrement celles venant d'Israël et visant la France insoumise. Mais ces barbouzeries, comme le révèle le Canard enchaîné, sont tout bonnement ignorées par les autorités comme un peu gênées aux entournures. Ni la justice ni les renseignements ne cherchent à enquêter et c'est pas vraiment mieux du côté du réseau de coordination et de protection des élections, une officine créée en 2026 précisément pour lutter contre les ingérences étrangères. Alors cette cellule, elle a bien fait son travail, elle a enquêté sur l'affaire, elle a même réalisé un premier rapport, mais c'est là que ça se gâte. Sur ordre du président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, celui-ci a fini copieusement caviardé et remisé au fond d'un tiroir pour ne pas, je cite, servir de tremplin à LFI. On fait le point sur l'affaire. Le 22 avril dernier, après sa défaite au municipal à Toulouse, le député LFI François Piquemal évoquait sur notre plateau une possible campagne d'ingérence étrangère au moment du second tour des élections. On l'écoute. Je pense qu'aujourd'hui, le second tour de la campagne des municipales s'est fait sur des fake news, c'est fait sur de l'ingérence étrangère et c'est fait sur des manipulations politiques, comme le révèle la SDJ. Et comment avoir, un éclairage des propositions, des programmes des uns et des autres, si votre jugement est altéré par un certain nombre d'influences comme on en a parlé. Donc oui, je pense que ça a altéré forcément le scrutin. À quel point ça c'est dur de savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que la victoire de M. Moudenc et de la droite toulousaine est donc une victoire sale, de malhonnêteté intellectuelle et qui s'est construite sur la peur. Et François Piquemal avait vu juste, il a bien été ciblé par une campagne de fake news, comme deux autres de ses collègues insoumis, eux aussi candidats au municipal, et surtout tous notoirement engagés en faveur de la cause palestinienne. Alors François Piquemal, il voit arriver sur Internet des accusations très graves de pédocriminalité le concernant. À Marseille, il y a Sébastien Delogu qui se retrouve ciblé par un faux blog tenu par une prétendue ex-collaboratrice l'accusant de violence, et à Roubaix, des pages Facebook s'en prennent subitement à David Guiraud, dans une moindre mesure toutefois, mais quand même, le tout avec la fitness technique habituelle de ce type d'opération d'influence, réalisée à grand renfort de photos IA aux doigts en surnombre, de textes au français approximatifs, de contenus sponsorisés et même de copier-coller hasardeux, omettant de supprimer les consignes de ChatGPT. Alors dans ce contexte, les autorités françaises quand même ne tardent pas à pointer l'ingérence, évidemment. Viginium et le réseau de coordination et de protection des élections se mettent en action et remontent la piste jusqu'à Blackcore, une mystérieuse structure qui se présente comme une entreprise d'élite spécialisée dans l'influence. Le genre de boîte experte en manipulation de tendances numériques qui vend des armées de faux profils qui se charge ensuite de diffuser des contre-discours pour arranger les clients. Jusqu'ici, rien d'inédit non plus, mais là où ça devient vraiment suspect, c'est que l'entreprise en question n'a pas d'existence légale vraiment claire, pas d'adresse publique ou encore moins de dirigeants identifiés. Tout ce que retrouvent les enquêteurs, ce sont des serveurs, des lignes de code et des noms de domaine en pagaille.
Et c'est là que nos collègues de l'IB entrent dans la danse et se mettent à fouiller justement du côté de l'infrastructure technique. Et apparaît enfin une entreprise un peu plus réelle, Galacticos AI, une société basée à Tel Aviv, liée à une autre entreprise israélienne nommée SNI et spécialisée encore une fois dans les technologies liées aux réseaux sociaux. Alors plusieurs dirigeants et actionnaires apparaissent un peu dans ces deux structures, dont d'anciens membres de l'armée israélienne. Puis dans l'écosystème, on retrouve aussi l'ancien patron de l'Agence nationale israélienne de cybersécurité. Alors évidemment, tout ce petit monde nie catégoriquement le moindre lien avec Blackcore ou avec les campagnes anti-LFI. Puis si la campagne a bel et bien été opérée depuis Israël, on en est sûr maintenant, les journalistes ne sont quand même pas en mesure d'identifier formellement un commanditaire ou au contraire d'établir un lien direct avec l'État israélien. Mais quand même, détail cocasse, moins de 2 heures après que les journalistes de l'IB aient posé leurs questions à tout ce petit monde, tous les sites découverts dans cette nébuleuse devenaient soudain inaccessibles, disparus. Quand même pratique. Alors on pourrait quand même légitimement penser que l'affaire est assez importante pour que les autorités françaises prennent le relais et fassent la lumière sur les zones d'ombre restantes, sauf que personne ne jette vraiment sur l'occasion, et ce serait même pire que ça, selon les révélations récentes du Canard enchaîné. On l'a dit tout à l'heure, le réseau de coordination et de protection des élections a enquêté sur l'affaire, et puis le 5 mai dernier, une réunion est organisée par les équipes pour faire valider un premier rapport public consacré aux opérations de déstabilisation constatées lors des dernières élections municipales, dont la moitié de ce rapport est quand même consacré aux 3 têtes de liste insoumises. Jusqu'ici, tout va bien, tout est normal, mais l'un des membres de la réunion, Christian Charpy, le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, il pose soudain un peu ses conditions. Il veut caviarder le document afin, dit-il, de ne pas servir de tremplin à LFI. Et à ce jour, ce fameux rapport, il n'a toujours pas été publié, et certains pressentiraient qu'il pourrait bien rester bloqué dans un tiroir. Le Canard enchaîné ajoute également que ni les services de renseignement ni la justice ne cherchent à enquêter sur les auteurs de cette campagne de désinformation. Une situation qui, évidemment, fait légitimement enrager le mouvement de Jean-Luc Mélenchon et lui-même en personne. D'ailleurs, il s'est exprimé sur X, je le cite, « Au sommet de l'État, les lâches s'activent en coulisses pour édulcorer la vérité. Ils avouent leur peur, celle de nous servir de tremplin. Quelle honte! Pourquoi cette omerta? Qui protège-t-il ?» demande le candidat à l'élection présidentielle pour le mouvement insoumis, avant d'ajouter « Le gouvernement se tait, complice par son silence d'agissement contre la démocratie et l'intérêt national. » Et puis alors ce mercredi 20 mai, François Piquemal et Sébastien Delogu, ainsi que leur conseil, ont tenu une conférence de presse au sujet de cette affaire justement, et ils sont notamment revenus sur ces révélations du Canard enchaîné. On écoute. Il n'est pas acceptable qu'une autorité qui est en principe indépendante choisisse de caviarder certaines informations pour la raison qu'il ne faudrait pas faire la courte échelle à un parti politique. Donc il y a là aussi un enjeu majeur, et de notre côté, évidemment, alors c'est un article qui est récent, donc il faut aussi de notre côté discuter avec Monsieur Piquemal et avec les autres clients, peut-être aussi avec Monsieur Delogu sur les suites qui peuvent être données à cette information. Mais je veux quand même vous dire qu'il y a des procédures qui existent devant le juge administratif et qui permettent aussi, en urgence, si d'aventure le gouvernement choisissait de ne pas publier le rapport complet dans les délais utiles, il existe des procédures devant le juge administratif qui permettent en urgence de recueillir, donc de demander au juge administratif d'enjoindre à l'administration de communiquer en urgence des documents, notamment lorsque la communication de ces documents a une importance pour telle ou telle procédure contentieuse qui est actuellement en cours.
Alors, et puis, parallèlement, François Piquemal, il a déposé plainte pour que la justice puisse tirer au clair cette affaire et définir si oui ou non son élection lui a été volée à Toulouse à cause de cette campagne de déstabilisation venue d'Israël. Et en plus de la procédure pénale dont on vient de parler, il attend aussi que le Conseil constitutionnel tranche sur son recours en annulation du scrutin toulousain. Et puis l'enjeu, évidemment, il dépasse Toulouse, parce que la vraie question, elle devient, est-ce que la France décide enfin qu'une élection entachée par des ingérences étrangères peut être annulée, ou est-ce qu'on considère désormais normal qu'une campagne municipale ou autre se joue entre les marchés du dimanche, les faux contillas et les opérations d'influence offshore? Et il y a un autre point, évidemment, on est à 1 an de l'échéance présidentielle. Alors LFI voit surtout dans cette affaire une alerte. Oui, les mêmes méthodes plus industrialisées encore et énormes pourraient évidemment venir et risquent de venir torpiller la campagne des Insoumis pour l'Élysée. Et forcément, ça les inquiète. Et avant de continuer, je vous rappelle notre objectif de survie, 10 000 donateurs mensuels avant le 30 juillet pour sauver le média. Le premier média télé indé de France ne peut pas disparaître juste avant 2027. Alors s'il vous plaît, aidez-nous, c'est à partir de 5 € par mois et c'est défiscalisable. Toutes les infos sont sur notre site internet capsur10k.lemediatv.fr. Notre survie ne dépend que de vous. Et puis vous le savez, si vous aimez le récap et que vous avez envie qu'on discute ensemble, je vous attends sur le canal de discussion Instagram. Le lien pour le rejoindre est dans la barre d'infos. Et voilà, on continue avec le reste de l'actualité. Rebondissement dans l'affaire des violences physiques et sexuelles dans le périscolaire parisien. À l'école Saint-Dominique, dans le 7e arrondissement, la brigade de protection des mineurs a interpellé et placé en garde à vue 16 personnes dans la matinée du mercredi 20 mai, dans le cadre de plusieurs enquêtes sur des soupçons de viol, d'agression sexuelle et de violence sur mineurs. À la mi-mai, la ville de Paris recensait 12 suspicions, 10 animateurs et 2 ATSEM au sein du périscolaire de Saint-Dominique, 5 pour des suspicions de violences ordinaires et éducatives, 7 pour des suspicions d'agression et de violences sexuelles. Cache Investigation avait également enquêté sur cette école et avait révélé via caméra cachée les maltraitances subies par les enfants. On rappelle que pas moins de 84 écoles maternelles parisiennes sont concernées. C'est ce qu'avait rapporté la procureure de Paris, Laure Bécaud. Affaire évidemment à suivre. Et on poursuit avec l'affaire des droits de douane. Pour éviter l'escalade trumpienne, le Parlement européen et les 27 États membres se sont mis d'accord pour supprimer les droits de douane sur la plupart des importations américaines. Il entrera en vigueur après validation des eurodéputés et des ministres concernés. Côté américain, rien ne permet d'affirmer aujourd'hui que les États-Unis respecteront de leur côté leur engagement de plafonner à 15% les droits de douane sur les produits venus de notre continent. Les États-Unis ont aussi laissé à 50%, on le rappelle, les droits de douane sur l'acier et l'aluminium, ainsi que sur leurs produits dérivés. La Commission européenne et l'Allemagne, en premier chef, semblent malgré tout très pressés de faire valider tout ça, craignant la réaction d'un Donald Trump qu'on sait imprévisible et d'une guerre commerciale qui ne serait pas sans conséquences pour l'économie européenne. Le commerce transatlantique représentant 1 700 milliards d'euros par an. On a quand même un peu l'impression que l'UE a envie de tendre la perche pour se faire battre. Mais bon, c'est ainsi. Et on termine avec Dominique de Villepin et l'affaire des statuettes qui se poursuit. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête préliminaire visant l'ancien Premier ministre pour des chefs de recel de détournement de fonds publics et des infractions connexes. Selon complément d'enquête, Dominique de Villepin a reçu, on le rappelle, 2 statuettes de Napoléon valant respectivement 50 000 et 75 000 euros de la part de Robert Bourgi, lobbyiste
et figure de la France-Afrique. On y avait d'ailleurs consacré un récap que je vous invite à retourner regarder si l'affaire vous intéresse. Mais le ministre chiracien assure de son côté qu'il n'aurait jamais accepté ces objets s'il avait connu leur provenance. Selon le procureur de la République du parquet financier, Pascal Prache, je cite, « L'enquête a été ouverte sur la base des éléments portés à sa connaissance et traite des conditions dans lesquelles une statuette et un buste auraient été offerts à Dominique de Villepin lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères entre 2002 et 2004, puis conservé par celui-ci. Dominique de Villepin a pour sa part reconnu une erreur et a rendu les statuettes le 10 mai dernier. Des dizaines de militants pro-palestiniens de la flottille pour Gaza agenouillés, mains attachées, bousculés. Le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben-Gvir a publié cette vidéo ce mercredi sur ses réseaux. Il commente « Voilà comment nous accueillons ceux qui soutiennent le terrorisme. Bienvenue en Israël ». Lundi, la flottille globale Soumoud, en route vers Gaza pour dénoncer le blocus israélien, a annoncé que les forces israéliennes ont intercepté illégalement leur navire. 430 personnes ont été arrêtées. Selon Adala, une organisation de défense des droits humains, ils ont été transférés de force en Israël dans la nuit de mardi à mercredi. Les vidéos ont provoqué de vives réactions, même de la part de personnalités en général plutôt indulgentes avec la politique de l'État d'Israël. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a qualifié ces agissements d'inadmissibles et a demandé la convocation de l'ambassadeur israélien. Même au sein du gouvernement israélien, la vidéo a provoqué des critiques. Le ministre des Affaires étrangères local a accusé Ben-Gvir d'avoir fait du mal à l'État d'Israël avec cette mise en scène. Netanyahou lui-même a déclaré que cette séquence ne correspondait pas aux valeurs et aux normes de l'État d'Israël, je le cite. Pour rappel, évidemment, Ben-Gvir, le ministre à l'origine de la vidéo, c'était lui qui était à l'initiative du durcissement de la loi sur la peine de mort pour les Palestiniens. Et ça aussi, ça avait fait l'objet d'un récap si vous voulez en savoir plus. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et puis vous avez compris, il nous faut 10 000 abonnés d'ici la fin juillet. Alors rendez-vous sur cap-10k.lemediatv.fr pour sauver notre chaîne. C'est évidemment très important et on vous en remercie. Très bonne soirée sur Le Média.